Donc, tout le monde a l'air connecté. Je vais me présenter. Je suis Émilie Soula, chargée de développement chez Ecofinance Collectivité. Et aujourd'hui, nous avons donc un webinaire sur l'optimisation de la taxe d'habitation. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la taxe d'habitation sur les locaux vacants et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et voir pourquoi ces ressources sont sous-valorisées. Donc c'est Samuel qui va vous présenter un petit peu tout ça. Donc je vois que certains d'entre vous n'ont pas de micro, notamment à la mairie de Rozan. N'hésitez pas, envoyez-nous des messages. Moi, je vais suivre le fil de discussion. Si vous avez des questions tout le long et que vous n'avez pas de micro, vous écrivez vos messages et nous transmettrons les questions à Samuel au fur et à mesure. Voilà. Donc, nous allons commencer. Samuel, je vais te laisser du coup la main. Je vais te laisser présenter un petit peu ce que nous allons voir aujourd'hui. Enfin, je vais peut-être présenter l'introduction. Aujourd'hui, on va voir un petit peu les enjeux des ressources locales sur le mandat à court, une mise en perspective de la réforme sur la taxe d'habitation. On va parler des logements vacants, bien évidemment, et des résidences secondaires avec les pistes d'optimisation. Et Samuel vous parlera des retours d'expérience qu'il a pu avoir. Et il y aura ensuite à la fin un petit temps d'échange avec vous, donc vous pourrez poser toutes vos questions et n'hésitez pas à les poser sur le fil de discussion au fur et à mesure, on en prendra note et je les transmettrai à Samuel à la fin. Voilà. Donc Samuel, je vais te laisser commencer. Eh bien, c'est parti. Alors, voilà, j'admets une personne, voilà. D'accord. C'est parti, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, un petit webinaire d'une petite heure, donc, où en effet, on va essayer de partager notre expérience et surtout nos connaissances sur la taxe d'habitation, puisque vous êtes tous informés que la taxe d'habitation a été supprimée en tant que ressource pour les collectivités, la taxe d'habitation au titre des résidences principales, uniquement. Donc, depuis 2021, les collectivités ne perçoivent plus cette ressource, elle est à 100% compensée par l'État, soit par une descente de la TVA vers notamment les intercommunalités, soit un transfert en fait de la taxe foncière du département qui s'est faite donc vers les communes. Alors cette taxe foncière, enfin cette compensation en taxe foncière ou en TVA, s'est faite sur les bases effectives de 2020 en termes de taxes d'habitation, avec les taux qui ont été figés en fait pour les communes et les intercommunalités en 2017. Si bien que les communes ou les intercommunalités qui avaient augmenté leur taux de TH en 2018-2019, par exemple, n'ont pas été compensées sur cette opportunité finalement de hausse de taux qui avait pu y avoir. Pour bien réguler tout ça, le législateur a prévu, notamment pour les communes, la mise en place d'un coefficient correcteur, le fameux COCO, qui a permis et qui permet de gérer les sur- et les sous-compensations liées à la descente de la taxe foncière du département, parce que dans certains cas, la descente de la taxe foncière du département couvrait pas totalement, finalement, les recettes perdues de taxes d'habitation, ou les couvrait de façon trop importante. Donc, il n'était pas question de léser certaines collectivités ou de favoriser d'autres, et donc le législateur a mis en place ce fameux COCO de manière à avoir une ressource constante en 2021 pour les collectivités, enfin les communes. Et chose importante dans cette réforme, c'est que après donc cette neutralisation, on va dire, de la recette compensée en 2021, le dynamisme de la ressource persiste, à savoir que si vous avez des constructions qui se font sur votre territoire, le fait d'avoir maintenant un taux de taxe foncière du département, en plus de celui de votre commune, implique finalement une ressource comme si vous aviez auparavant votre taxe foncière et votre taxe d'habitation. Mais bon, ça c'était juste le rappel rapide donc sur la taxe d'habitation et la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, et j'insiste sur résidence principale. Alors je peux vous donner la définition que le législateur donne sur l'habitation principale, c'est la résidence habituelle et effective du contribuable. Voilà ce qu'on entend par résidence principale. Ok, c'est supprimé en tant que ressource pour les collectivités, mais la TH elle persiste quand même. On peut envoyer l'autre diapo, s'il te plaît. Elle persiste quand même en tant que ressource pour les communes et pour les EPCI, dans certains cas, notamment sur les logements vacants, sur les organismes qui ne sont pas passibles de la CFE, la cotisation foncière des entreprises, l'ancienne taxe professionnelle, et sur les logements qui sont meublés non affectés à la résidence principale. Donc on va voir rapidement en détail sur ces trois cas ce qu'il en est. Alors pour les logements vacants,
ce n'est pas une taxation qui est faite d'office, sauf pour 1136 communes qui sont dans des territoires tendus et dont l'identité est précisée dans le décret du 10 mai 2013. La taxe d'habitation sur les logements vacants, elle doit être mise en place par les collectivités pour être appliquée sur leur territoire. Donc c'est sur une délibération que cette taxe d'habitation sur les logements vacants doit se faire. Alors de quoi s'agit-il? Un logement vacant, déjà il faut savoir ce que c'est. Un logement vacant, c'est un logement qui est libre d'occupants et de meubles au 1er janvier de l'année. Donc ça c'est important, libre d'occupants et de meubles. D'accord? Pas de meubles et pas d'occupants, bien sûr. Et dans le cadre de cette taxe d'habitation sur les logements vacants, si le logement est dans cet état depuis plus de 2 ans, que la vacance est dépendante de la volonté du propriétaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a une rétention foncière qui est voulue par le propriétaire, hein, donc vraiment ne pas vouloir louer son bien, alors si la collectivité a mis en place cette taxe d'habitation sur les logements vacants, elle récupère une fiscalité en fait là-dessus. Alors cette fiscalité, elle est au niveau de la valeur locative en fait du bien multipliée par le taux de TH qui est encore effectif chez vous, commune ou éventuellement intercommunalité. Alors, il y a des cas d'exclusion hein, qui ne vont pas s'appliquer à cette taxe d'habitation sur les logements vacants. Certains logements vont y échapper, notamment si le propriétaire peut prouver qu'il essaie de vendre son bien ou de le louer au prix du marché et il n'y arrive pas. Donc là, du coup, il ne sera pas soumis à cette taxe, donc il va être enlevé de cette liste des logements vacants. Également vont être enlevés donc, les logements qui nécessitent des travaux d'un montant qui va être supérieur à 25% de la valeur en fait, du bien. Donc s'il y a des travaux massivement importants de réhabilitation. Et également, j'ai oublié de le mettre dans la diapositive, mais les logements HLM hein, ne sont pas soumis, bien sûr, à cette taxe d'habitation sur les logements vacants. Donc comme je le disais en préambule, hein, il faut que les communes délibèrent pour qu'elles puissent mettre en place cette taxe. Il faut délibérer avant le 1er octobre de l'année pour application l'année suivante donc, sur le territoire. Et il y a donc 1136 collectivités, communes, qui ne sont pas soumises à la THLV et qui, elles, sont soumises à la TLV, mais ça, ce n'est pas une ressource qui va participer aux finances de la collectivité, mais c'est une ressource qui va partir donc à l'ANA, l'Association nationale d'amélioration de l'habitat, pour le financement de ses travaux. Voilà, donc ça c'est une possibilité pour vous, communes, aujourd'hui, de mettre en place cette taxe d'habitation sur les logements vacants pour essayer de dynamiser finalement l'immobilier sur votre territoire, éviter la rétention foncière, dynamiser les ventes, les locations qu'il peut y avoir sur votre territoire. Alors oui, on peut déjà peut-être répondre à quelques questions qu'il y a sur le chat. On a une question de Monsieur Villard qui veut savoir s'il y a des abonnements eau ou électricité liés à un logement libre d'occupants et de meubles. Est-ce un logement vacant s'il y a ces abonnements? Alors, vous pouvez très bien avoir un abonnement d'eau ou d'électricité, mais pas de consommation. Donc derrière, il faudrait que finalement le propriétaire dise « bon ben oui, moi je suis abonné à l'eau ou à l'électricité, ok, mais montrez-moi que votre logement n'est pas vacant et qu'il y a une consommation suffisante d'eau ou d'électricité qui prouve que ce logement est occupé, donc notamment en résidence principale. » Voilà, donc dans ces cas-là, s'il arrive à vous prouver ça, ben, du coup, ça veut bien dire donc que ce logement n'est pas vacant. Ok, merci. N'hésitez pas à poser soit à l'oral, soit sur le chat. Hein. On peut répondre au fur et à mesure ou à la fin, comme vous voulez. Comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, pour la suite, donc, la deuxième possibilité de percevoir encore une taxe d'habitation, c'est sur les organismes non passibles de la CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est ce qui remplace la taxe professionnelle depuis 2010, déjà depuis quelques années. Alors, en fait, certains organismes, entreprises, mais surtout des organismes, ne paient pas de CFE, ne sont pas passibles à la CFE, mais sont par contre passibles de la taxe d'habitation. Ce sont des organismes, là je vous ai donné quelques exemples, tels les chambres de commerce, d'industrie, les chambres des métiers, bailleurs sociaux, les organismes généraux de sécurité sociale, les associations diverses et variées, certaines maisons de retraite. À partir du moment où les locaux sont meublés,
et sont à usage privatif de ces sociétés, associations ou organismes privés. C'est-à-dire, dans une chambre de commerce et d'industrie, c'est pas tout ce qui est accueil du public et autres, mais c'est tout ce qui est bureau, salle de réunion privée, où le public ne peut pas se rendre. Et donc, ces locaux ne sont pas soumis à la CFE, mais par contre, ils doivent être soumis à la taxe d'habitation. C'est souvent quelque chose qui est méconnu de la part des collectivités et de l'administration fiscale, hein, mais qui figure bien dans le Code général des impôts, hein. Et donc, il ne faut pas hésiter, si vous avez ce type en fait, d'organisme sur votre territoire, à signaler à l'administration fiscale, surtout si vous ne percevez pas de taxe d'habitation sur ces locaux-là, de signaler à l'administration fiscale que normalement, vous devriez recevoir une part de taxe d'habitation sur ces locaux-là. Alors bon, sur des petites communes, c'est rare d'avoir des grosses structures comme ça, quoique hein, ça peut arriver également hein, sur des zones périphériques de grosses agglomérations. Mais voilà, quand ça arrive, on est sur des locaux qui sont en principe assez importants, et donc avec beaucoup de mètres carrés, et donc derrière il y a une base importante de taxes d'habitation, et ce serait parfois dommage de s'en priver. Certaines maisons de retraite, hein, là on peut faire un petit focus là-dessus, alors tout ce qui est privé, style Orpea ou autre, là, dont on a parlé pas mal ces derniers mois, ou Corian, eux sont passibles de la CFE, il n'y a pas de souci. Mais il y a des maisons de retraite qui sont gérées par des associations à but non lucratif, et donc pour ces maisons de retraite-là, il y a la possibilité, donc la loi implique que ces associations doivent payer à la collectivité une taxe d'habitation et donc ne sont pas soumis à la CFE. C'est pour ça qu'on met certaines maisons de retraite. Voilà. Et un troisième cas où la taxe d'habitation donc persiste, hein, et c'est celui que l'on peut rencontrer le plus souvent et qu'il ne faut pas mettre de côté, hein, c'est la taxe d'habitation sur les logements meublés non affectés à la résidence principale. Donc, logement meublé, j'insiste, hein, donc si c'est meublé, c'est pas vacant, hein, puisqu'on a vu la définition juste avant d'un logement vacant. Logement vacant, c'est un logement libre d'occupants et de meubles. Là, on parle donc de logement meublé et qui ne soit pas affecté à la résidence principale. Alors, je rappelle la définition de l'habitation principale, c'est la résidence habituelle et effective du contribuable, hein, là où il a domicilié, par exemple, son impôt sur le revenu, hein, par exemple. À partir du moment où ce n'est pas affecté à la résidence principale, ça veut dire qu'on est sur une résidence soit secondaire, soit sur une location saisonnière, soit sur un meublé de tourisme, soit sur un gîte. D'accord ? Et à partir de ce moment-là, ces locaux sont passibles de la taxe d'habitation. Il n'y a pas de délibération à prendre ou quoi que ce soit de la part de la collectivité, c'est inscrit dans la loi, et c'est donc les propriétaires qui doivent se soustraire donc à cette taxe d'habitation et doivent payer sur le lieu de cette résidence secondaire, cette location saisonnière, ce meublé de tourisme, ce gîte, une taxe d'habitation à la collectivité, donc commune et intercommunalité. Que le logement soit occupé ou non au 1er janvier de l'année. D'accord ? Parce que souvent, une résidence principale, hein, vous n'y allez pas forcément le 1er janvier. Voilà, c'est donc tout le temps. Alors, il y a des cas particuliers hein, sur cette taxe d'habitation, sur les résidences secondaires, notamment dans les zones de revitalisation rurale, où les communes peuvent, sur délibération, exonérer de taxes d'habitation sur les résidences secondaires les locaux classés meublés de tourisme ou les chambres d'hôtes pour les parts communales et intercommunales. Donc ça, c'est une spécificité que l'on peut avoir donc, sur les zones de revitalisation rurale, donc les ZRR, où les communes peuvent délibérer pour exonérer de TH certains, les locaux classés de meublés de tourisme et les chambres d'hôtes, mais pas la résidence secondaire en tout cas. Pour ces cas, toutes les communes ne peuvent pas les toucher, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser? Alors, monsieur Celotti n'a pas de, Salotti, pardon, n'a pas de micro, mais n'hésitez pas à préciser sur le fil de discussion. Bon, on va attendre que la précision se fasse sur, sur le chat, et puis on essaiera d'y répondre. Donc voilà, donc il persiste quand même pas mal hein, de possibilités hein, donc de taxation sur les résidences dites secondaires. Hein. Ça représente, je crois, il y a autant de résidences secondaires sur le territoire national que de logements vacants.
je crois que c'est 9%, hein, à peu près les deux, hein, d'après l'INSEE. Donc, sur les territoires, il y en a. Alors, il y a des territoires où, effectivement, il n'y en a pas. Mais une résidence secondaire, parfois, c'est une résidence de famille, mais ça peut être aussi, donc, on l'a vu, une résidence qui va, du coup, servir pour des locations saisonnières, ponctuelles, donc, avec une location sur Airbnb ou autre. Alors, à Patrimoniaux, donc, pour notre commune, la chose n'est visiblement pas possible, nous avait dit la DGFiP. Alors pourquoi cela? Au niveau de la taxe d'habitation sur les logements meublés non affectés à la résidence principale, sur les logements donc résidence secondaire, ça semble assez bizarre, parce que c'est inscrit dans la loi, hein, c'est les textes de loi qui indiquent bien que une taxe d'habitation donc doit être perçue. Alors, dans le cadre de la Corse, il y a parfois certaines subtilités, alors je ne les ai pas toutes en tête. Vous me dites une histoire de zonage. D'accord. On pourra regarder ça, donc c'est peut-être un cas particulier chez vous. On pourra regarder ça, pourquoi pas, un peu plus précisément. Bon, mais il faudra voir. Après, parfois, la DGFiP peut dire certaines choses, c'est bien qu'elle précise et lui demander des précisions, notamment par écrit, de ce qu'elle dit, parce que parfois, bon, c'est pas forcément très en lien avec le Code général des impôts. Parfois oui, mais parfois non, donc c'est bien d'avoir un écrit et de voir tout ça. Mais on regardera peut-être le cas particulier à part avec vous. Et n'hésitez pas à nous l'envoyer par mail, vous avez le mail de ma collègue ou le mien, donc n'hésitez pas à nous envoyer la question, on la transmettra à M. Tonzac, et vous avez nos coordonnées de toute façon à la fin de la réunion, on vous donnera nos coordonnées. Alors une question qui va faire la transition, je crois, de mémoire, si j'ai en tête l'ordre des slides. Alors où est-ce que je peux trouver toutes les informations concernant ces logements? Alors oui, ça c'est une très très bonne question, parce que pour pouvoir dire, oui, effectivement, ce logement, c'est une résidence secondaire, une location saisonnière, il faut savoir, du coup, sur quel fichier s'appuyer. Vous avez un fichier, alors je ne sais pas si c'est la slide suivante, Émilie, voilà. Oui, c'est ici. Voilà, c'est parfait. Donc, merci pour la transition, arrosant. Un fichier qui s'appelle donc la liste des locaux vacants, qui est l'état fiscal 1767 BISCOM, voilà, qui est disponible pour les collectivités, hein, sur demande, alors il faut le demander à l'administration fiscale, et qui est publié chaque trimestre à peu près. Donc vous pouvez l'avoir en février-mars, en mai, en juillet-août, fin juillet, début août, et en octobre-novembre. Voilà à peu près le calendrier. Donc là, pour mai, c'est un peu tard, mais donc si vous le demandez, la prochaine fois que vous l'aurez, ce sera fin juillet, début août. Vous le recevrez sur le portail Internet de la gestion publique, hein, le PIGP, ou Helios, comme vous pouvez l'appeler. Alors cet état, il représente quoi en fait? C'est l'ensemble des logements et des locaux qui sont considérés vacants par l'administration fiscale. D'accord? Si, je viendrai. Ah, merci Émilie. Qui sont considérés vacants par l'administration fiscale, donc qui ne sont pas occupés à titre de résidence principale ou qui ne sont pas des logements résidence secondaire. Donc c'est cette liste-là et votre support finalement qui va vous permettre de voir si dans cette liste vous allez voir les maisons et les appartements et voire même des dépendances, mais il faut surtout se concentrer sur les maisons et les appartements, voir effectivement si ce sont des locaux qui sont, des logements qui sont effectivement vacants sur votre territoire. Donc soit, on va le voir un peu plus tard, soit ils sont vacants, soit ils sont occupés, on va voir comment on peut le gérer. Et donc, vous allez croiser cette information de l'administration fiscale, qui est mise à jour chaque année, par toute information que vous pouvez avoir, vous, au sein de la collectivité, dans l'exercice de vos compétences. Donc là, on met, par exemple, si vous percevez la taxe de séjour, si vous percevez la taxe de séjour, vous avez des adresses sur lesquelles, finalement, ce sont des locaux qui sont loués à titre de location saisonnière, et donc ces locaux, soit meublés de tourisme, soit location saisonnière, doivent aussi être passibles de la taxe d'habitation. D'accord ? Vous pouvez très bien aussi questionner, d'après la liste des locaux vacants que vous avez, les propriétaires sur la vacance ou l'occupation de ces locaux, effectivement, et sur les raisons de la vacance.
C'est ce que l'on fait, par exemple, quand on est missionné par des collectivités pour faire ces travaux-là, on va questionner, un questionnement tout simple des propriétaires sur un questionnaire, sur un papier. Vous êtes bien propriétaire de ce local, il semblerait qu'il soit vacant, pouvez-vous nous le confirmer, oui ou non? Est-ce qu'il est vacant et pour quelle raison? Est-ce qu'il est occupé au titre de résidence principale par vous ou par quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est votre résidence secondaire? Est-ce que c'est une location saisonnière, etc. Donc, d'avoir un maximum de précision quant à l'occupation ou à la vacance en fait, du document. C'est la slide suivante, s'il te plaît. Et donc, du coup, en fonction donc, de ce croisement d'informations que vous pouvez avoir entre cette liste des locaux vacants et l'information que vous récupérez sur l'occupation effective du logement, soit c'est une résidence principale donc, comme local, et donc du coup, vu que vous ne percevez plus aujourd'hui de taxes d'habitation sur les résidences principales, il n'y a pas de taxation à la taxe d'habitation, donc ça on le laisse de côté. Soit on est sur un logement qui est vacant. Si vous avez mis dans ces cas-là en place la THLV, la taxe d'habitation sur les logements vacants, vous allez pouvoir percevoir et demander à percevoir une taxe d'habitation sur les logements vacants sur ce local-là. Soit vous savez que ce logement, c'est une résidence secondaire ou un meublé de tourisme ou une location saisonnière, un gîte, et dans ces cas-là, il sera soumis, vous allez le signaler à l'administration fiscale, et il sera soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc voilà, c'est croiser cette liste des locaux vacants, toute information relative à l'occupation du logement que vous pouvez avoir, par connaissance de votre territoire ou par interrogation des propriétaires. À partir de là, vous analysez tout ça, vous faites le tri entre résidence principale, je mets de côté, taxe locale qui est vacant, donc si j'ai mis en place la taxe sur les logements vacants, je peux le mettre dans un groupe. Résidence secondaire, meublé de tourisme, je le mets dans un autre groupe. Et vous signalez à l'administration fiscale, vous leur écrivez, voilà, moi d'après mes enquêtes et d'après votre liste des locaux vacants, je sais que telle maison, tel logement, il est loué, et donc au titre d'une location saisonnière, c'est une résidence secondaire, et donc du coup il est passible aujourd'hui de la taxe d'habitation, alors que d'après vos fichiers, il ne l'est pas. Et donc du coup, ça va vous faire une ressource supplémentaire. Monsieur Villard, allez-y. Oui, bonjour à tous. Ça y est, oui, bonjour à tous. Si le logement est vacant au 1er janvier, qu'il soit occupé au 1er juillet, est-ce qu'il y a un prorata? Alors non, très bonne question. Sur les logements vacants, en effet, on regarde, c'est la photographie au 1er janvier de l'année. Effectivement, si s'il est loué même alors plus de 3 mois consécutifs, donc admettons du 1er mars au 30 septembre, du coup, ça remet à zéro finalement le compteur. Et après, le propriétaire repart pour 2 années de tranquillité, entre guillemets. Et la location, elle n'est pas forcément... alors, il faut que ce soit une location pour une résidence principale, pour la résidence principale de quelqu'un. Si c'est une location ponctuelle, saisonnière, ponctuelle, dans ces cas-là, ce n'est pas considéré comme une résidence principale, vous ne l'avez pas loué au titre d'une résidence principale pour l'occupant, et dans ces cas-là, c'est considéré comme une location saisonnière, et donc passible de l'ATH sur les résidences secondaires. D'accord? Ok, merci. Voilà. Alors, juste une précision aussi par rapport à cette taxe d'habitation, notamment par rapport à la possibilité de faire évoluer le taux et les taux, et notamment le taux de taxe d'habitation. Une tentation pourrait être de se dire, bon, moi je suis sur un territoire, par exemple, où j'ai 20% de résidences secondaires, bon, je vais monter mon taux, je vais le doubler, mon taux de TH, parce que je vais taxer un peu plus les résidences secondaires. Ça nécessite, quand ils viennent sur ma collectivité, que je mette en place au moins un service public un peu plus important, donc ça me fait des frais supplémentaires à moi, collectivité, et ces frais, je ne vais pas les faire supporter par ceux qui sont sur mon territoire, donc les résidents, les propriétaires qui résident toute l'année sur mon territoire, mais faire participer davantage ceux qui ont finalement résidence secondaire et qui viennent de temps en temps ou qui amènent finalement de la location sur le territoire. Pardon, oui, vous vouliez intervenir peut-être? Non? Donc je continue. Oui. Monsieur Ledal, oui, mais on ne peut pas augmenter la taxe d'habitation plus vite que la taxe foncière. La taxe foncière. Exactement. C'est là où je voulais en venir. Voilà, vous avez raison.
c'est que depuis la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale, le taux pivot sur lequel il va falloir regarder, c'est le taux de taxe foncière, effectivement, et on ne peut pas augmenter plus le taux de TH que le taux de taxe foncière. Donc, le législateur a mis ce garde-fou, en fait, vous avez raison, monsieur Ledal, a mis ce garde-fou pour éviter justement toute augmentation abusive, en fait, du taux de taxe d'habitation. Donc, oui, parce que... voilà. Ouais. Au niveau donc du coup de l'augmentation des taux, soit vous allez augmenter de façon proportionnelle l'ensemble de vos taux, TF bâti, TF non bâti et TH, soit de façon différenciée, mais si vous le faites de façon différenciée, le taux de TH ne pourra pas augmenter plus que votre taux de TF. Voilà, donc voilà. Mais ça, on peut se questionner, se demander si effectivement le législateur a bien fait de faire ça, parce que bon, ce que je vous disais en préambule, de dire que finalement, est-ce que faire porter le coût du service public supplémentaire que vous allez engendrer parce que vous allez avoir besoin, je sais pas, vous avez un lac chez vous qui est touristique, donc vous avez besoin de maîtres nageurs pour surveiller cette plage et ce lac qui est aménagé, peut-être de personnel pour accueillir je ne sais pas, les enfants des familles qui sont là, etc., va générer des coûts supplémentaires chez vous. Est-ce qu'il faut le faire supporter de façon équivalente pour tout le monde au niveau de la taxe foncière, ou alors le faire supporter un peu plus ceux qui ont des résidences secondaires? Voilà, on peut se poser ce genre de questions, et c'est légitime, et ce serait légitime de se poser ce genre de questions. D'autant plus que, je ne sais pas si c'est la slide supplémentaire, mais suivante, mais il y a certaines communes qui ont la possibilité, sur le territoire, c'est ça, de majorer la base fiscale et la valeur locative des résidences secondaires. Mais ce ne sont pas toutes les communes qui ont cette possibilité. C'est uniquement 1136 communes où va s'appliquer la taxe sur les logements vacants, qui va aller à l'ANA, et ces communes-là peuvent majorer, donc augmenter la base fiscale et donc du coup la taxation sur les résidences secondaires, sur délibération de la commune, bien sûr, avant le 1er octobre pour application l'année suivante, et majorer entre 5 et 60% la valeur locative. Et donc ça, c'est pas neutre. Donc, et là, on se retrouve finalement avec une iniquité, finalement, avec les communes, certaines communes, où il y a quand même de la tension sur le marché locatif, parce qu'on est en bord de mer, parce qu'on est sur une zone de montagne, où vous avez des stations de ski ou des stations thermales à proximité qui font que vous avez un engouement sur le marché immobilier sur votre commune, où les locaux ne peuvent plus se loger parce qu'ils ne trouvent plus soit à louer, parce que c'est trop cher pour acheter, et au final, personne, enfin les propriétaires de ces locations saisonnières ou de ces résidences secondaires ne sont pas plus pénalisés que ça, sauf dans ces 1136 communes qui gravitent plutôt autour des grosses agglomérations, comme Toulouse, Montpellier, Paris, Nice, Lille, Marseille, qu'est-ce qu'on a, Nantes, on a un petit peu du côté de La Rochelle, on a un petit peu sur le pourtour aussi du Genevois, en limite avec la Suisse. Voilà, ce sont sur ces territoires-là, en fait, où va pouvoir s'appliquer finalement cette majoration. Mais bon, ça c'est assez inéquitable. Alors bon, nous on saisit régulièrement l'Association des maires de France sur cette question-là, pour faire remonter cette problématique-là. Les associations aussi de communes du littoral, des montagnes aussi, pour les sensibiliser à cette problématique et mettre en fait sur le territoire, sur l'ensemble du territoire national, la possibilité aux communes de majorer cette valeur locative sur l'ensemble des résidences secondaires si elles le souhaitent. Voilà. Bon, ce serait en tout cas quelque chose qui devrait normalement être mis en place pour tout le monde, voilà, et non pas réservé à uniquement 1136 communes sur les 35 000 que contient notre territoire. Juste vous faire part, avant de laisser la place aux questions et autres discussions, sur des retours d'expérience qu'on a pu mener sur des collectivités un peu importantes, mais ça peut se mener à l'échelle de toute collectivité, par le principe que l'on a vu tout à l'heure. Une commune sur bord de Méditerranée qui nous avait missionné pour faire ces travaux-là, sur un parc réduit de 600 logements. Donc nous avons interrogé les propriétaires de ces logements pour savoir quelle était le raison de la vacance, etc. Un taux de retour qui est relativement intéressant, 339, donc on est un peu plus de la moitié, 60% finalement de taux de retour, nombre de reçus. Et nous avons, sur cette analyse, signalé à l'administration fiscale que 107 sur ces 339 retours que l'on avait eus, donc c'est 30%, qui étaient signalés comme des résidences secondaires et aujourd'hui non taxées par la DDFiP, par les finances publiques, à la TH. Et donc du coup, ça a rapporté, comment ça s'appelle,
produit de taxes d'habitation supplémentaires pour cette collectivité de 52 000 €. Et ça, donc, c'est quelque chose à suivre régulièrement, chaque année, ou tous les 2 ans. Et bon, c'est une manne financière qui est pas neutre pour cette collectivité. Mais même si chez vous, c'est 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, je pense que personne ne crachera sur quelques euros supplémentaires qui seront les bienvenus. Ça participe déjà à l'équité fiscale sur votre territoire. C'est pas normal que certains paient et d'autres ne paient pas. Et ça participe aussi au financement du service public sur votre territoire. Donc, c'est quelque chose de tout à fait normal. Un autre exemple, une commune thermale, où l'impact est un peu plus faible, mais là, à peu près 500 logements qui étaient ciblés, 400 réponses reçues, donc là, un taux de retour assez important donc des propriétaires, 59 logements que nous avons signalés à l'administration fiscale, et nous avons retrouvé sur ces 59 logements, 55 de ces logements qui ont été réintégrés à la taxe d'habitation, et on les a retrouvés dans le rôle de taxe d'habitation. Ça a produit 16 000 € de produit fiscal pour cette collectivité. Donc voilà, donc, ce qu'on peut vous dire, c'est essayer de vous saisir de cette opportunité, de ces travaux-là, sur des petites collectivités. Je pense qu'avec la liste des locaux vacants, elle ne va pas être très importante. Encore une fois, concentrez-vous sur les maisons et les appartements. Et puis, je suppose que sur ces locaux-là, vous allez très facilement les reconnaître. Je suis en visio, Joël. Et pouvoir les cibler et connaître finalement leur occupation ou la vacance. Voilà, je crois qu'on a fini, Émilie, pour cette présentation. On a fini le tour. Voilà, donc j'espère que ça a été assez clair. Si vous voulez des précisions, donc n'hésitez pas à intervenir, soit sur le chat, soit directement en ouvrant votre micro, ou n'hésitez surtout pas. Si je peux vous apporter la réponse, je vous l'apporte immédiatement, sinon on fera comme pour Patrimoniaux, une réponse un petit peu à part sur des cas qui sont parfois particuliers. Voilà. Alors, y a-t-il des questions des uns ou des autres? Pour ceux qui ont pu arriver un petit peu tardivement, on a vu quelques-uns qui sont arrivés. On va vous envoyer le replay puisqu'on a enregistré. Donc, si vous avez raté un morceau, ne vous inquiétez pas. Et on sera joignable. Vous aurez nos coordonnées à la fin. Donc, on sera également joignable pour répondre à vos questions, s'il y en a qui viennent après de questions. Voilà. Donc, y a-t-il des questions des uns ou des autres? Il faut partir de la liste des locaux vacants pour pouvoir… ah oui, impérativement, oui, d'accord. Oui. Parce que moi, je fais partie d'une commune où il y a quand même presque 46% de résidences secondaires, parce qu'on est en bord de mer. Et donc, il faut attendre d'avoir les informations de la DGFiP pour pouvoir exploiter cette liste-là. D'accord. Oui, et on vous enverra, si vous le souhaitez, un modèle de courrier. On vous l'enverra à tous les participants, un modèle de courrier pour demander cette liste auprès des services fiscaux. D'accord, voilà. Parce que la liste que l'on reçoit, en tout cas, j'ai essayé de les… On arrive difficilement à l'ouvrir sur le site de la DGFiP parce que ce sont des états Excel qui font 3 pages de large. C'est impossible, quoi, disons. C'est bien intéressant d'avoir sous forme PDF, par exemple, pour pouvoir éventuellement exploiter ça. D'accord. Alors, c'est un fichier en effet qui est plutôt Excel. Alors, vous dites qu'il est grand, de mémoire, je vais essayer d'en chercher un là pour vous montrer, puisqu'il y a une question dans le chat à quoi il ressemble. Il a une quinzaine de colonnes, donc bon, après ça dépend comment on a l'habitude de travailler. Moi, j'aime bien travailler sur Excel, donc on aime bien, voilà. Mais en effet, si vous voulez, après, vous pouvez toujours le transformer en PDF à partir d'un Excel. Oui. Vous pouvez demander à quelqu'un qui vous le transforme en PDF et vous pourrez très bien le gérer. Voilà. J'essaie de trouver rapidement une liste pour vous. D'accord. J'ai une question, moi, Mathieu Bellier de Bréhémont dans l'Indre-et-Loire. Oui. On a reçu la liste dernièrement, là. Elle avait été demandée par la secrétaire de mairie chez nous. On a dans la liste déjà des gens où on sait qu'ils sont déclarés en locaux vacants alors que ce sont des gîtes. Est-ce qu'on est tenu de leur poser la question tout de même, ou est-ce qu'on peut déjà les déclarer comme étant des gîtes parce que on le sait pertinemment, et voire même on est même client de ces gîtes-là dans certains cas. Ah oui. Oui, il n'y a pas besoin forcément d'interroger les propriétaires avec un questionnaire. Quand vous avez l'information par un autre biais, en effet, comme vous dites, parce que vous avez une bonne connaissance de votre territoire, c'est assez simple. Donc, vous pouvez très bien, en effet, de suite, immédiatement, transmettre cette information à l'administration fiscale, tout à fait. Alors, ce dont a besoin l'administration fiscale, c'est surtout l'invariant. Dans cette liste locaux vacants, vous avez une colonne qui s'appelle invariant.
Donc c'est surtout ce numéro. L'invariant, c'est un petit peu comme pour nous le numéro de sécurité sociale. Et donc c'est un invariant, c'est ce qui va identifier le logement. Donc ça, ils ont surtout besoin de ça. Ok. Et j'ai 2 autres questions. La différence entre la taxe, enfin le pourcentage ou le taux de taxe sur les logements vacants et la taxe sur les résidences secondaires, le taux est différent ou on peut avoir le même taux C'est le même taux. Voilà, c'est le même taux Okay. le même taux qui va s'appliquer. Alors, sauf si vous êtes dans une T élevée, là, dans une des 1136 communes donc, qui sont à part. Donc, si ce n'est pas le cas. Par contre, il faut qu'on ait voté, il faut qu'on ait délibéré sur la taxe sur les logements vacants. Exactement. Voilà. Okay. Mais c'est le taux de taxe d'habitation qui s'applique pour les deux, vacants ou résidence secondaire. Et dernière question, on a une population qui est assez ancienne, avec pas mal de gens qui partent en maison de retraite. Quid des maisons qui deviennent, alors au départ, je ne sais pas si ce sont des résidences secondaires ou si les gens gardent leur adresse fiscale, puisque la maison de retraite n'est pas dans la commune. Et puis ensuite, au moment du décès des personnes, est-ce qu'on parle à ce moment-là de résidence secondaire? Comment la bascule se fait? Alors effectivement, les personnes âgées qui partent durablement ou pour un long séjour, donc soit sur un établissement médical, soit sur un établissement donc en maison de retraite, leur résidence est toujours considérée comme une résidence principale. Et donc, avant, quand il y avait encore, sur les dernières années où il y avait encore la taxe d'habitation, ils étaient d'ailleurs exonérés de cette taxe d'habitation sur ces résidences-là. Donc, ça persiste, hein, finalement, ce n'est toujours pas considéré par le législateur comme une résidence secondaire, jusqu'au décès effectif de la personne. Une fois que la personne est effectivement décédée, la résidence devient du coup dans la succession et dans le milieu familial, et à partir de ce moment-là, tant qu'elle reste meublée, elle devient une résidence secondaire pour le reste de la famille. Tout à fait. Ok, merci. Alors, je vais essayer de récupérer une liste. Ah oui, je cherche une liste pour vous montrer en fait un exemple concret. Il faut juste la retrouver. Il y a pas de si. Y a-t-il d'autres questions en attendant? Oui, Joël Village. Oui. J'aurais une question. S'il y a modification des taux de taxes foncières sur une commune, est-ce qu'il y a une incidence sur les taux de la Comcom auquel on appartient? Ou alors, est-ce que ça reste libre au niveau de la Comcom d'appliquer tel ou tel taux? Ça reste, les taux sont libres pour les communes et pour les intercommunalités. Donc, l'intercommunalité garde son taux de taxe foncière et son taux de taxe d'habitation pour les résidences secondaires et les locaux vacants éventuellement, et la commune, pareil. Donc, si vous montez votre taux de taxe d'habitation, ça ne veut pas dire que celui de l'intercommunalité monte, et inversement, hein, si c'était la question. Ok, merci. Quelqu'un parlait d'un formulaire pour solliciter l'administration fiscale pour avoir les locaux vacants. Non, c'est madame qui disait ça, je pense. Oui. Non. Vous ne disiez pas ça tout à l'heure là? Oui, tout à fait. Donc nous, on travaille avec un formulaire en fait pour travailler, interroger les propriétaires. Donc c'est Émilie qui disait effectivement qu'elle mettrait à disposition, hein, je crois, Émilie, tu dis ça? Alors moi, ce que je leur dis, c'est de leur donner le courrier pour pouvoir demander la liste des locaux vacants aux services fiscaux, parce que pour avoir le bon nom, puisque c'est le 1767 BISCOM, donc on a un modèle qu'on vous enverra à tous. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas leur liste des locaux vacants de cette année, vous pourrez la commander. Et comme l'a dit Samuel, vous devriez la recevoir fin juillet, début août. D'accord. Voilà. Donc vous aurez le courrier, on va vous l'envoyer avec le replay. Voilà. Alors Samuel a dû partager son écran. Voilà, vous avez la liste de visu. Alors voilà donc la liste. Alors je vais masquer la commune là. Vous avez tout un tas en fait d'informations. La première donc c'est sur l'année. Après tout un tas d'informations qui sont plus ou moins intéressantes à voir. Mais vous avez du coup ici en colonne G et F. Alors j'ai un petit peu resserré pour pas qu'on voit. Hein, faut que ça reste quand même un petit peu anonyme. Donc le propriétaire ou le gestionnaire propriétaire, la résidence de l'adresse donc de ce propriétaire et autres. Voilà, donc il y a des personnes qui habitent en Belgique, qui habitent en Paris, un petit peu partout. Donc voilà. Vous avez la nature en fait du bien.
Est-ce que voilà, vous avez piscine, parking, maison, etc. etc. Donc, c'est certain que les piscines et parkings, ça ne nous intéresse pas forcément parce que la base fiscale associée est assez faible, hein, donc ce n'est pas là où il faudra regarder. Et après, vous avez donc ce dont je vous parlais, c'est cet invariant qui est important, c'est le numéro d'identification, vous voyez, qui change à chaque fois du local en question. Donc, admettons, vous pensez que cette ligne-là, sur la maison, c'est un gîte, et effectivement, il est occupé, vous savez qu'il est occupé, c'est à titre de gîte, vous pouvez transmettre donc cette information à l'administration fiscale, en lui disant, ben, je sais que voilà, la maison qui est identifiée chez vous sur la liste des locaux vacants n'est pas vacante puisque c'est un gîte, elle a l'invariant numéro temps, et donc elle est passible de la taxe d'habitation. Voilà, pour information, et puis point. Vous avez la référence cadastrale, donc qui permet justement de cibler aussi et d'être bien sûr qu'il s'agit de la maison c'est bien le gîte, quoi, hein, qui est sur la parcelle, c'est pas la maison d'à côté, hein, il faut vraiment voilà, bien cibler. Vous devez avoir même l'adresse un peu plus loin. Alors l'adresse, il faut toujours s'en méfier. Moi, je préfère, avec le libellé voix ici, je préfère avoir la référence cadastrale parce que l'adresse, c'est parfois un peu aléatoire. On n'a pas forcément le numéro ou ça ne correspond pas forcément bien. Mais c'est important de se référer à la parcelle. Et vous devez avoir un peu plus loin, voilà, là, les informations sur le début de la vacance. Oui. Voilà. Donc, quand vous avez des biens qui sont vacants depuis 2010, par exemple, là, sur des parkings, bon, c'est des parkings, on ne va pas aller là-dessus, mais sur des maisons, alors les maisons, elles sont ici, il y en a une en il y a tout ça. Ouais. Voilà, oui, vous en avez ici une en 2008, qui est vacante depuis 2008. Donc, il faut vraiment que, si la THLV a été mise en place, indiquer donc à l'administration fiscale que, effectivement, cette maison doit être passible de la taxe sur les logements vacants. Et voilà ce que l'on a. Alors, on n'a plus la valeur locative annuelle, mais on a la valeur locative 70. Ici, en colonne S, là, voilà. Il y a un coefficient. Voilà, qu'il faut augmenter par un coefficient qui doit être équivalent à peu près à 5,5%, à 5,5, pardon, à peu près, vous multipliez par 5,5, ça vous donne la valeur locative approximative. Hein. Ça varie d'une commune et d'un département à l'autre. Donc, voilà, vous multipliez par exemple, ici on est à 184, vous multipliez par 5,5, donc ça fait une valeur locative 2 fois 5, 10, de 1200 euros par là. Voilà, 1200 euros fois la taxe d'habitation si c'est une résidence secondaire, ça va vous donner la cotisation donc, que devra payer le propriétaire si on est dans ce cadre-là d'une résidence secondaire. Voilà, elle n'est pas si compliquée que ça. Enfin bon, il y a pas mal de colonnes, il ne faut pas avoir peur, il y a beaucoup de colonnes qui ne servent à rien. Mais voilà, il faut cibler. Ce qui est important, c'est la nature. Ça, c'est important. Parce que voilà, il faut garder. Vous faites un filtre, vous faites un tri que les maisons, que les appartements. Hein, c'est suffisant. Vous avez ici le nom, le propriétaire avec son nom, l'adresse ici concernant le propriétaire, donc en H, I, J et K. Et vous avez après tout le reste qui est la référence à partir de la colonne P ici, l'invariant qui est important, qui concerne donc l'identifiant du bâti, où est-ce qu'il se trouve, quelle parcelle cadastrale, quel est le libellé de la voie, donc c'est-à-dire où il se trouve, et sa valeur locative 1970, donc qu'il faut multiplier par le fameux coefficient. Voilà, vous avez, voilà comment elle se compose en parlant rapidement. Est-ce que vous avez... Il faut savoir que pour communiquer avec les services fiscaux, vous pouvez utiliser ce tableur, c'est-à-dire garder la ligne complète, comme ça vous êtes sûr de mettre toutes les informations, notamment le bon numéro d'invariant. Et vous pourrez ajouter une colonne où vous mettez que c'est un local, une location saisonnière, que c'est une résidence secondaire, etc. Donc ça, c'est possible aussi. Ouais, voilà, ça vous permet de ne pas faire d'erreur, vous rajoutez une colonne à la fin. Voilà. Commentaire, par exemple. Voilà, commentaire, et vous pouvez mettre résidence secondaire ou autre. Ça peut vous aider à éviter de se tromper dans le numéro d'invariant qui est des fois un peu long, etc. Donc, ça permet de faire un signalement et vous renvoyer ce document aux services fiscaux. Voilà. Monsieur Villard, excusez-moi, j'ai pas compris le taux correcteur, là, le multiplicateur, on le trouve où?
Alors oui, ce taux, voilà. Alors, on est sur un système donc, qui date toujours d'aujourd'hui, pour les bases fiscales, de 1970. Et donc, on parle toujours en base 70, quand vous êtes sur la liste 41 notamment, hein, quand vous regardez ça avec votre CCID, vous parlez toujours avec des valeurs locatives des bases 1970. Et là, c'est le cas aussi, hein, sur ce fichier-là. Et pour actualiser ces bases et avoir le niveau de la base à 2022, il faut le multiplier par un coefficient d'actualisation en fait, fiscale. Et ce coefficient, on disait qu'il était à peu près autour de 5,5, 5,5. Donc vous multipliez la valeur locative par 5,5 et ça vous donne à peu près une idée. Mais c'est un coefficient qui est différent en fonction des départements. Et la valeur locative actualisée, vous pouvez la trouver dans vos données cadastrales, donc soit sur vos CD-ROM que vous recevez, en recherchant l'administré, vous pouvez retrouver le montant exact à cet endroit-là, dans vos données cadastrales. Mais souvent, en commission communale des impôts directs, l'administration fiscale nous communique le taux. Le coefficient. Oui. Le coefficient, oui. Tout à fait. Est-ce que pour la mairie de Rozan qui disait il y a beaucoup de colonnes, c'est pas facile à comprendre. Alors je suis allé un peu vite dans. Est-ce que c'est à peu près bon pour vous? Là aussi, sur la compréhension de ce fichier, voilà. Bon, je pourrais prendre le temps, un peu plus de temps. Non, c'est bon. Oui, voilà. Et n'hésitez pas, de toute façon, on va repartager. Alors je vais, hop. J'arrête le partage, moi, de mon côté? Oui, si possible, comme ça, je vais repartager. Alors, je vais partager de nouveau mon écran. Et vous avez, hop, ici, vous avez nos coordonnées, que ce soit les miennes ou celles de Samuel. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez des questions. Vous avez également mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent après. On va vous envoyer le replay pour ceux qui étaient là un petit peu tardivement. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter. Voilà. Vous pouvez me contacter à moi directement, je le transmettrai à Samuel s'il est en réunion, etc. Parce qu'il a un planning en ce moment qui est très chargé. On va dire qu'il a un agenda de ministre, on peut dire ça comme ça. Pas de ministre, non. Mais pas loin. Mais donc n'hésitez pas, vous avez c'était hier. Voilà, oui, mais qui sait, peut-être qu'on va voir son nom apparaître, allez savoir. Non, mais n'hésitez pas, voilà, à me contacter à moi, vous avez mon numéro de portable, vous avez mon mail, donc voilà, je transmettrai à Samuel et je vous transmettrai les réponses sans souci. Voilà, donc y a-t-il d'autres questions des uns ou des autres, sachant que nous allons vous recontacter, donc soit moi, soit une de mes collègues dans les jours qui arrivent, pour faire un petit peu le point avec vous suite à ce webinaire et voir s'il n'y a pas d'autres questions qui vous seraient venues d'ici là, et reparler pour ceux qui ont pu rater peut-être le début ou certains morceaux, réexpliquer un petit peu comment retrouver les résidences secondaires, le travail qu'il est possible de faire ou pas dessus. Oui. Bon. Voilà. D'accord, très bien. Mais vous rediffuserez le... Oui, on pourra... On vous l'envoie par mail, on vous envoie un lien privé qui sera accessible que par vous. On vous envoie un lien privé, donc ce sera un lien YouTube privé et vous serez les seuls à accéder à la vidéo. D'accord. Oui. Voilà. Y a-t-il d'autres questions des uns ou des autres, Monsieur Villard? Non, mais c'était bien, merci. Sur la mairie de Patrimonio, Monsieur Salotti, peut-être? Éric Moultari. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier pour votre accueil, pour votre écoute. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous recontacter. De toute façon, on vous rappellera dans les jours qui arrivent. On vous envoie la vidéo par mail et on vous mettra également le courrier pour commander votre liste des locaux vacants auprès des services fiscaux pour pouvoir un petit peu regarder ce qu'il est possible ou pas sur vos communes. Voilà. D'accord. Mais merci à tous. Bonne fin de journée. Merci, très bonne fin de journée. À bientôt, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.